Récemment, j'ai publié une vidéo sur YouTube plutôt à destination des débutants et de tous ceux qui souhaitaient se lancer sur le marché des crypto-monnaies, dans laquelle je simplifiais les notions et le vocabulaire finalement à connaître pour se lancer dans ce nouvel écosystème. Parce que c'est vrai que quand on débute et quand on veut se lancer dans ce marché crypto, en fait on est rapidement confronté à un jargon très spécifique et un vocabulaire aussi très spécifique, et ça peut faire peur et ça peut rebuter également beaucoup de personnes. Donc j'ai fait cette première vidéo qui simplifiait le vocabulaire qui peut sembler au premier abord relativement complexe, mais qui touche globalement à l'intégralité du marché crypto. Là, j'ai décidé de faire un second volet avec une seconde vidéo dans laquelle je vais faire exactement la même chose, mais plus spécifiquement axée sur la DeFi ou la finance décentralisée. Donc toutes les notions que je vais vous présenter ici, ça sera bien évidemment pas une liste exhaustive de tout ce qui existe, mais ça aura quand même le mérite de vous faire gagner du temps et d'aller droit à l'essentiel, puisqu'en général, c'est quand même des termes qui reviennent très régulièrement. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier terme, c'est dApps. Donc dApps, c'est une abréviation pour dire application décentralisée en français. Donc une dApp, c'est une application qui n'est pas contrôlée par une autorité centrale, comme une banque, un intermédiaire, etc. L'objectif des crypto-monnaies, c'est d'éliminer les intermédiaires, d'éliminer les risques de contrepartie. Et donc voilà, l'objectif là, c'est de créer des applications qui fonctionnent avec des smart contracts, donc des contrats intelligents, et donc sans l'intervention d'êtres humains si possible. Ensuite, le terme DeFi, donc DeFi, c'est une abréviation pour finance décentralisée en français, ou Decentralized Finance en anglais. Elle ne nécessite aucun intermédiaire et aucun contrôle d'identité. Les participants peuvent envoyer et recevoir des actifs directement. En théorie, ça rend quand même l'échange de valeur beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est la vision qui est partagée et qui est véhiculée dans le domaine des crypto-monnaies. Ensuite, il y a le terme DAO. Donc DAO, c'est une organisation autonome décentralisée ou Decentralized Autonomous Organization en anglais. Donc c'est un système de gouvernance qui va reposer sur la blockchain du coup. Elle permet de démocratiser la prise de décision pour une communauté en évitant de passer par un organisme centralisé. Ensuite, vous allez avoir le terme DEX. Donc DEX, c'est un acronyme qui veut dire Decentralized Exchange, donc un échange décentralisé. Donc c'est les plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées comme je l'ai mis à l'écran. Une telle plateforme est régie par des smart contracts et toutes les transactions sont consultables sur la blockchain. Les DEX ne vérifient pas l'identité de leurs utilisateurs, contrairement aux SEX. Donc les SEX, c'est les plateformes centralisées comme Binance, Kraken, KuCoin, Coinbase, etc. Et finalement, parmi les DEX les plus connus, on peut citer par exemple Uniswap, qui aujourd'hui c'est clairement le DEX le plus utilisé et le plus médiatisé sur Ethereum. Mais sur d'autres blockchains, vous allez également aussi retrouver des DEX, donc des échanges décentralisés. Sur la Binance Smart Chain, ça va être PancakeSwap. Sur Polygon ou Matic, ça va être QuickSwap. Sur Avax ou Avalanche, ça va être Pangolin. Donc à chaque fois, c'est des noms assez drôles, mais ça reste des échanges décentralisés dont la plupart d'entre eux sont tout simplement des forks d'Uniswap. Il y a également d'autres termes à comprendre, comme par exemple les AMM, donc les AMM pour Automated Market Maker ou les teneurs de marché automatisés en français. C'est un programme qui va prendre la forme d'un smart contract et qui va permettre de fournir de la liquidité et de proposer un prix entre deux crypto-monnaies à tout moment pour un utilisateur. Le rôle de l'AMM, c'est d'établir un prix raisonnable pour le trader ou pour l'utilisateur, tout en équilibrant la part de chaque actif dans la pool. Et quand je parle de pool, je parle bien évidemment des pools de liquidité. Donc un pool de liquidité, c'est l'un des éléments clés de la finance décentralisée et plus particulièrement des DEX, donc des échanges décentralisés. C'est à l'intérieur de ces pools que sont déposés des tokens afin de faciliter tout simplement leurs échanges. Les utilisateurs qu'on va nommer les fournisseurs de liquidité ou LP en anglais, ajoute une valeur égale de 2 tokens. Donc par exemple, si moi je veux participer à la pool USDC et puis Ethereum, il va falloir que je dépose 50% d'USDC et 50% d'Ether dans une pool pour pouvoir créer une paire tout simplement d'échange sur un DEX. En échange, les LP, donc les fournisseurs de liquidités, vont recevoir une partie des frais qui sont payés par les utilisateurs de la pool au prorata de la quantité qu'ils vont détenir en fait de la pool. Si moi demain, en déposant 50% d'USDC, 50% d'Ether dans la pool, je détiens 10% de la pool, je vais générer, du coup, je vais avoir le droit à 10% de tous les frais qui sont générés dans cette pool par les utilisateurs qui vont faire ce qu'on appelle des swaps, donc des échanges entre des USDC, des Ethers contre des USDC, etc. Donc tout ça, ça se fait bien évidemment en fonction de leur contribution. Ensuite, vous allez avoir le terme collatéral. Donc le collatéral dans la DeFi, ça fait référence à l'offre d'une crypto-monnaie ou d'un jeton en tant que garantie
pour justement garantir un emprunt d'une crypto-monnaie ou d'un jeton différent. Il y a plein de protocoles aujourd'hui qui existent sur la DeFi où vous allez pouvoir déposer en collatéral en termes de garantie des crypto-monnaies pour pouvoir emprunter des crypto-monnaies en échange, en contrepartie de ce que vous avez déposé dans les smart contracts, dans les contrats intelligents de ce protocole-là. Et cet argent que vous avez emprunté, vous allez l'emprunter avec un taux d'intérêt qui souvent va être variable, mais vous pouvez utiliser cet argent après pour le faire fructifier dans d'autres applications décentralisées. Donc si vous déposez une crypto-monnaie, vous pouvez l'emprunter par exemple à 2%, vous pouvez en emprunter à 2%, mais que vous arrivez à faire fructifier cet argent que vous avez emprunté à 5 ou 6%, en fait la différence, ça va être pour vous, vous avez gagné de l'argent et en plus de ça, vous n'avez même pas vendu votre actif. Donc si en plus de ça, l'argent que vous avez déposé en collatéral prend de la valeur, vous avez gagné en fait sur les deux tableaux. Par contre, c'est toujours un équilibre à avoir entre les deux, il y a aussi des risques. Si vous déposez de l'argent en collatéral, vous empruntez derrière du capital, mais que ce que vous avez déposé en collatéral perd de la valeur parce que le marché s'effondre à un moment donné, ce qui arrive très régulièrement dans la crypto, vous pouvez être liquidé parce que le smart contract, le contrat intelligent, va vendre vos positions pour contrebalancer l'argent que vous avez emprunté, pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec la banque si vous décidez d'investir dans l'immobilier. En général, la banque va mettre une garantie en fait sur votre bien et si vous ne payez pas ce que vous lui devez, de toute façon, la banque récupérera son argent puisqu'elle aura choisi de prendre votre bien immobilier en collatéral, en garantie que vous allez la rembourser par la suite. Vous allez également aussi être confronté à des termes comme flash loan par exemple. Donc les flash loans, c'est un type de prêt qui n'est possible que dans le monde des crypto-monnaies. Donc un prêt flash, c'est un type de prêt où l'actif, souvent par exemple sur Ethereum ou sur un token, avec un token ERC20, n'est prêté que pendant une durée nécessaire pour terminer un bloc de transaction. Donc en fait, on peut faire un flash loan, mais uniquement quand on fait un emprunt et qu'on rembourse cet emprunt dans une seule et unique transaction, dans le même bloc de transaction. Donc tant que le prêt est remboursé avant le début du bloc de transaction suivant, l'emprunteur n'encourra aucun frais et aucun intérêt. Donc ça, c'est très spécifique, mais sachez que ça existe. Ensuite, on va avoir jeton de gouvernance. Donc la gouvernance fait référence à la détermination, au maintien, à l'adaptation et à l'application des règles dans un écosystème. Un token de gouvernance va nous permettre en tant qu'utilisateur de voter pour certaines prises de décision au sein d'une DAO, donc une organisation autonome décentralisée, pour la croissance et le développement d'un projet crypto. Plus vous allez obtenir une quantité importante de jetons de gouvernance, plus vous allez avoir un poids important dans les prises de décision et dans le droit de vote que vous pourrez utiliser pour le refus ou l'acceptation d'une décision particulière pour un projet en question. C'est exactement la même chose qui existe aujourd'hui dans la finance traditionnelle. Si vous détenez beaucoup d'actions, par exemple Tesla, Amazon ou peu importe, vous allez avoir le droit aussi d'avoir un droit de vote sur des décisions spécifiques. Et ça va se faire au prorata du nombre d'actions que vous allez détenir. Plus vous allez détenir d'actions Tesla, plus votre poids dans les décisions seront importantes et plus vous aurez de l'influence dans les décisions qui seront prises par la suite. Aujourd'hui, des personnes comme Warren Buffett qui détiennent une part significative et importante de boîtes comme Apple, comme Microsoft, etc., forcément, ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de poids dans les prises de décision et dans les votes qui va s'effectuer que des personnes comme vous et moi qui n'auront absolument pas le même capital à investir que lui, tout simplement. Donc c'est dans la crypto, c'est exactement la même chose, mais on rajoute le côté élimination des intermédiaires, élimination du risque de contrepartie avec l'utilisation des smart contracts, etc., etc. Tout ça, ça ne change pas. Perte impermanente, donc dans les AMM, les fournisseurs de liquidités ou LP apportent des actifs aux acteurs de marché. Parfois, les LP ne recevront pas le montant exact des actifs lors du retrait. La valeur en dollars des actifs qu'ils retirent peut être plus faible que s'ils n'avaient pas fourni de liquidité et ce manque à gagner en fait en dollars est connu sous le nom de perte impermanente. La perte est dite impermanente parce que si les prix des actifs reviennent au niveau pendant leur retrait, la perte est éliminée. Ce qu'il faut que vous reteniez en fait dans les pertes impermanentes, c'est que si vous fournissez de la liquidité, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'USDC et l'Ether, il faut savoir que l'USDC, donc c'est un stablecoin qui n'est pas censé fluctuer, mais l'Ether est censé fluctuer. Donc au départ, je vais donner 50% d'USDC et 50% d'Ether. Sauf que demain, si l'Ether fluctue énormément, peut-être, et puis qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent échanger leurs USDC contre des Ethers, moi je peux peut-être me retrouver à un moment donné avec 20% dans la pool d'USDC et 80% d'Ether. Il suffit que l'Ether ait perdu
30, 40, 50, 70% de sa valeur, bah, je me retrouve à la fin avec 20% d'USDC, 80% d'Ether, avec un Ether qui a perdu 60% de sa valeur. Donc c'est ça qu'on appelle les pertes impermanentes. C'est-à-dire que quand bien même vous auriez apporté de la liquidité et que vous auriez gagné des frais de transaction, bah, au final vous vous retrouvez avec un montant en dollars plus faible que ce que vous avez déposé initialement parce qu'on a eu une fluctuation de prix qui n'était pas forcément orientée de votre côté ou qui n'était pas du tout favorable pour vous, pour votre investissement. Donc ça c'est vraiment super important. Dans la DeFi, vous allez souvent entendre parler des pertes impermanentes et c'est pas pour rien. C'est un risque quand même qui est significatif et important, surtout quand on apporte de la liquidité. Ensuite, je vous ai mis le terme MetaMask. Donc MetaMask, ça correspond juste au portefeuille le plus connu et le plus utilisé pour faire de la finance décentralisée aujourd'hui. Il vous permettra d'interagir avec les dApps, recevoir, stocker des tokens. Donc vraiment, c'est un portefeuille que vous serez amené à utiliser. Le staking, c'est un procédé qui est rendu possible par le consensus du Proof of Stake. Pour faire du staking, un utilisateur va verrouiller une partie de ses crypto-monnaies. Celles-ci ne peuvent plus finalement être utilisées, mais elles vont contribuer à soutenir les opérations du réseau parce que contrairement au Proof of Work, il va vous falloir des appareils de minage, notamment des ASIC pour le cas du Bitcoin. Là, pour le Proof of Stake, en fait, pour que le réseau vous fasse confiance, vous allez bloquer en collatéral, vous allez verrouiller une part significative d'argent. Il y aura une incitation économique. Comme ça, si jamais vous faites n'importe quoi, vous ne validez pas les bonnes transactions, vous ne faites pas attention à votre validateur, etc., vous allez recevoir ce qu'on appelle du slashing, vous allez recevoir des pénalités. Et donc là, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de vos crypto-monnaies. Donc ce n'est pas non plus fait n'importe comment. Il y a deux gros mécanismes de consensus en général avec des sous-catégories. Mais d'un côté, on va avoir le Proof of Work et de l'autre côté, le Proof of Stake avec à chaque fois les avantages et les inconvénients. Donc ce que j'ai mis à l'écran, c'est que celles-ci ne peuvent plus être utilisées, mais elles contribuent à soutenir les opérations du réseau. En échange de ce travail, l'utilisateur reçoit des récompenses de staking qui sont proportionnelles au nombre de tokens qu'il aura finalement verrouillé au préalable. Le liquid staking, c'est la même chose que le staking, sauf que là, on va avoir la possibilité de rendre liquides les tokens qui au départ étaient verrouillés via le processus du staking en utilisant des produits dérivés, notamment des tokens qui vont représenter des nouveaux tokens qui vont représenter ceux qui sont bloqués dans les contrats intelligents. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez staker des Ethers, soit vous avez 32 Ethers pour faire votre propre validateur, mais il y a des contraintes techniques et puis il faut quand même avoir 32 Ethers, soit vous utilisez des plateformes comme Lido par exemple ou Rocket Pool qui vont permettre de mettre en commun les Ethers à staker. Donc si vous avez 3 Ethers par exemple, vous pouvez les déposer sur Lido et obtenir des récompenses de staking. Et l'avantage c'est que vous allez avoir du coup le concept du liquid staking. Vous allez déposer 3 Ethers, vous allez recevoir ce qu'on appelle du STETH qui est un autre token qui va représenter les Ethers que vous avez déposés. Donc si je dépose 3 Ethers, moi je vais recevoir 3 STETH et ces STETH, je peux les utiliser sur la finance décentralisée pour obtenir encore plus de rendement, etc. etc. Et derrière, si je veux récupérer mes Ethers que j'ai bloqués sur Lido par exemple, il va falloir que je redonne 3 STETH. Donc après, attention de ne pas faire ça non plus n'importe comment, mais il y a plein de possibilités qui existent au niveau de la finance décentralisée. Le yield farming également, ça découle un peu de ça. Ça va consister tout simplement à aller rechercher et à gagner du rendement sur ces crypto-monnaies avec la DeFi. NFT, ça correspond au non-fungible token ou token non fongible en français. C'est un token qui va avoir des propriétés spécifiques et qui ne peut pas être échangé contre un autre jeton aux mêmes caractéristiques. Vous allez également aussi être confronté à d'autres termes que je vous ai mis à l'écran, comme par exemple l'APR et l'APY. Donc l'APR, c'est Annual Percentage Rate, donc c'est une abréviation du taux annuel en pourcentage en français. Ce terme va correspondre au taux de rendement annuel d'un investissement sans prendre en compte les intérêts composés. L'APY, c'est exactement la même chose que l'APR, sauf que là, pour le coup, on va prendre en compte les intérêts composés. L'arbitrage, ça correspond à une activité qui va consister à tirer profit de la différence de prix qu'il peut y avoir entre plusieurs échanges pour l'acheter sur l'un et le revendre sur l'autre, et si possible, bien évidemment, sur un profit. La TVL, vous allez le voir aussi très souvent dans la crypto, ça correspond à la Total Value Locked, donc ça correspond à la quantité d'argent qui va être bloquée dans les smart contracts d'une application décentralisée, par exemple sur Uniswap, sur PancakeSwap, peu importe, sur une application décentralisée spécifique, sur MakerDAO ou d'autres applications qui existent. Voilà, ça. Plus vous allez avoir une TVL qui va être importante,
moins les rendements vont être intéressants pour vous parce que plus il va y avoir de la concurrence, mais ça veut dire aussi que c'est une plateforme qui a quand même le vent en poupe en ce moment et qui est quand même qui a on va dire la confiance des utilisateurs, parce que c'est quand même synonyme d'une confiance importante. Si vous n'allez pas avoir une plateforme qui s'est fait hacker comme ça du jour au lendemain, souvent vous allez avoir une baisse importante et drastique de la TVL parce que les gens vont retirer tout simplement leur argent de ces applications décentralisées. Et ensuite, vous allez avoir le ask et le bid. Donc le ask, ça correspond au prix auquel les vendeurs souhaitent vendre une crypto-monnaie donnée, et le bid, ça correspond au prix auquel les acheteurs souhaitent acheter une crypto-monnaie donnée. Donc là, c'est les principaux termes qu'il faut que vous reteniez. Encore une fois, je n'ai pas pu vous donner tous les termes à retenir sur la finance décentralisée, il y en a encore bien d'autres, mais avec ça, je vous ai quand même énormément débroussaillé le chemin et ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de faire vos premiers pas beaucoup plus efficacement sur la finance décentralisée si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, n'hésitez pas à télécharger notre guide offert dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à cliquer sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Et j'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je parle de tous les concepts qui touchent de près ou de loin l'indépendance et la liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez des liens dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.